Je vous fais une capsule pour vous expliquer le vrai programme de Macron tel qu'il l'a présenté au sommet de Davos, au Forum économique mondial. Alors, pour être parfaitement carré, ce programme se déroule en deux grandes parties. Je ne vais aujourd'hui parler que de la première partie qui est le programme de politique intérieure en France. Je laisserai la question européenne pour une prochaine vidéo, ne m'en veuillez pas, mais c'est suffisamment touffu et dense pour que je prenne le temps d'expliquer les points les uns après les autres. Je vous préviens par ailleurs, autre point méthodologique, que je ne vais pas vous parler de son programme énergétique qui repose sur le développement du nucléaire. C'est un programme qui répond à des questions très techniques. Si vous n'êtes pas familier de ces questions, et peu de gens en sont familiers, eh bien, je ne vais pas vous obscurcir le portrait de son programme français, si j'ose dire, son programme intérieur, qui sera sans doute ce qui guidera le programme, le discours de politique générale de Gabriel Attal le 30 janvier. Je ne vais pas vous obscurcir cette présentation en vous parlant du marché de l'énergie et du nucléaire. Si vous souhaitez un point plus précis sur ces questions, excusez-moi, je fais du bruit, sur ces questions compliquées, je le ferai dans une vidéo à part. Donc il y a au moins une vidéo sur la politique européenne de Macron, ses ambitions européennes, qui sont importantes, qu'il ne faut pas négliger, qui sont un sujet en soi. Et aujourd'hui, je vous parle hors marché énergétique du programme économique d'Emmanuel Macron. Et je commence tout de suite par vous dire que j'ai pris des notes, alors je vais quand même essayer de les lire. Si vous me voyez regarder de travers comme ça, c'est parce que je reprends les notes que j'ai doctement, soigneusement, laborieusement prises pendant qu'il parlait dans sa présentation à Davos, qui est une présentation qu'il faut regarder calmement parce qu'en réalité, elle résume en 5 minutes ce qu'il n'est pas parvenu à dire en 2h30 de conférence de presse, donc vous imaginez la complexité. Alors pour que vous compreniez bien ce qui va suivre, je vais faire un pitch très général. En réalité, le programme de Macron, c'est un programme Sciences Po, ce qui est en soi un peu angoissant, c'est-à-dire que ça veut dire que Macron, il comprend la France à travers les manuels de macroéconomie et de microéconomie de Sciences Po, en espèce plus de microéconomie que de macroéconomie, parce que vous allez voir, il y a plein de mesures qui sont très ciblées sur les individus et finalement assez peu de mesures macro. Je ne vais pas vous faire du Sciences Po parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, j'ai pas fait Sciences Po en plus, mais en soi c'est pas très éclairant, ça va pas vous parler. Je vais en revanche essayer de vous expliquer pourquoi vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, c'est parce qu'en fait il décline les manuels d'économie de Sciences Po et il en tire des notes de synthèse d'une certaine façon, des notes opérationnelles. Et si vous n'avez pas l'arrière-fond, vous ne pouvez pas comprendre la pensée de Macron. Le mot pensée est sans doute très excessif car pour ma part, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de pensée à Sciences Po, il y a des techniques, mais il n'y a pas réellement de pensée. Mais aujourd'hui, il faut avoir conscience que ce qui guide la politique intérieure française, c'est le manuel de Sciences Po et certainement pas un rapport, j'allais dire, affectif à la nation. Ça, c'est le point numéro 1. Alors maintenant, que dit Macron en substance? C'est que d'abord, ce qui est important, pendant sa conférence de presse, il a baratiné sur réarmer la France, coup de pipeau. Ce qui compte pour Macron, comme pour beaucoup de technocrates, vous le savez, je suis ancien élève de l'ENA, j'ai ce travers aussi, ce qui compte, c'est d'où vient l'argent et où il va. Et la politique de Macron est d'abord une politique économique. Tout le baratin, la Zemmour, la nation, le bidule, le machin, c'est quelque chose qui intéresse peu les technocrates et les bureaucrates. Les technocrates, ce qui les occupe, c'est qui va remplir la citerne, qui va servir à mettre de l'essence dans la voiture. Et comment, à quel prix on va vendre l'essence. C'est ça, et le programme pour la France, le vrai programme de Macron, au-delà de l'uniforme à l'école, les machins, les trucs, les bidules, son programme, c'est comment on fait pour dessiner l'économie française de demain. C'est le vrai cœur du réacteur nucléaire de sa politique. Et alors, cette politique, elle repose sur 3 piliers. 3, comme chez les francs-maçons, il y a 3 piliers. Alors, n'en déduisez pas que Macron est un
franc-maçon, c'est un jeu de mots. Parfois, dans la vie, on peut être léger. On n'est pas obligé en permanence de faire une gueule d'enterrement en disant tout va s'écrouler, mesdames et messieurs, c'est terrible, le monde disparaît. Parfois, on peut se permettre un peu d'humour. Je le souligne parce que je vois qu'il y a des lecteurs, commentateurs qui disent « mais enfin, vous avez fait un sourire, c'est scandaleux alors que le monde s'écroule ». Parfois, on n'est pas obligé d'avoir un pistolet sur la tempe en permanence. Donc, les 3 piliers de la politique de Macron, c'est quoi? Je dirais qu'il y a un chapeau général qui n'est pas un pilier, c'est le chapeau, c'est que Macron dit qu'il y a une accélération, ce qui est assez vrai, une accélération de la numérisation, du progrès technique dans le monde. C'est ce que voulait le Great Reset de Klaus Schwab. On a beaucoup de gens, notamment Conspiracy Watch, qui est financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Pourquoi il y a un lien entre l'Holocauste et la dénonciation des complotistes? Je ne sais pas, mais j'imagine que maintenant le fils de Simone Veil, qui préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le sait. En tout cas, il bénéficie d'avantages fiscaux pour fliquer les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. J'ai un petit doute sur l'honnêteté. Moi, je pense qu'il faut supprimer les avantages fiscaux de la Fédération pour la mémoire de la Shoah. Mais bref, en tout cas, la Fédération de la mémoire de la Shoah adore dire que nous sommes des complotistes, mais dans la pratique, moi, je ne crois pas que le Great Reset soit un complot. Je pense que c'est un guideline, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une espèce de manuel pour dire les grandes lignes où il faut aller, où on fédère les éléments de langage, et Macron les suit. Il y a eu une accélération de la numérisation comme le souhaitait Klaus Schwab, et cette accélération de la numérisation, eh bien, elle produit de l'accélération, notamment sur l'intelligence artificielle, notamment sur un certain nombre de dématérialisation au jour le jour. Et Macron, avec, je crois, un certain bon sens, mais c'est autoréalisateur d'une certaine façon, puisque tout le monde a fait ce qu'il fallait pour que la numérisation s'accélère, notamment avec les confinements. La gestion du Covid a permis d'accélérer cette numérisation, comme le préconisait Klaus Schwab. Et bien, face à cette accélération, Macron dit il faut se bouger. J'ai une expression très vulgaire pour dire ça. Il faut s'enlever les doigts du cul pour se les foutre dans la prise. C'est ce que nous a dit Macron à Davos. C'est si on veut raccrocher le train des États-Unis et de la Chine, eh bien, il va falloir se bouger. Et c'est le chapeau général de son programme, c'est faut accélérer en matière d'innovation. Je crois qu'il a raison. Sur ce point, il a 3 piliers Sciences Po, très Sciences Po, que je vais essayer de vous retracer. Alors, il a d'abord un pilier. Je vais essayer de ne rien oublier. Je prends mes lunettes, ne m'en voyez pas, mais je suis presbyte à 55 ans. On a le droit. Mais c'est des lunettes plus 1. Il a 3 piliers. Il a un pilier fondamental qui est celui de la politique économique globale, la politique d'investissement, ce que à Sciences Po on appelle le multiplicateur d'investissement ou la politique néo-keynésienne. Macron dit si on veut assurer l'avenir de la France, il faut des investissements industriels en France, il faut favoriser l'attractivité. Et ce qu'il dit, c'est l'attractivité de la France, ce n'est pas mettre de l'argent pour réouvrir les usines Simca, ni pour réouvrir les Gauloises, les fabriques de tabac à la gauloise. Il faut mettre de l'argent dans alors il a cité les 3 secteurs, je vous les lis. Il faut mettre de l'argent dans l'intelligence artificielle. Il y a une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle qui est d'ailleurs très aidée, très lobbyée, très poussée dans l'influence par Cédric O, qui a été ministre de l'économie numérique sous Macron et qui a été le trésorier d'En Marche. N'oublions jamais, tout ça est une affaire d'entre-soi et de courte échelle qu'on se fait entre amis. Donc, Macron dit qu'il faut investir dans l'intelligence artificielle, il faut investir dans le quantique, qui est là aussi un monde mathématique qui nous largue tous, nous qui n'avons pas de prix Nobel en physique quantique. Et il dit qu'il faut investir dans le climat, c'est-à-dire dans l'industrie verte, et dans tout ce qui permet de décarboner l'économie, c'est-à-dire d'éviter la production de gaz à effet de serre quand on produit des produits manufacturés. Voilà. Donc ça, il dit, il faut une politique économique avec, alors il le dit, l'attractivité, le programme France 2030, il faut que la France reste leader dans les investissements étrangers,
Voilà. C'est-à-dire que l'État va se mobiliser pour mettre de l'argent dans ce qu'on appelle la stratégie industrielle. Il va mettre de l'argent dans une stratégie industrielle qui ne vise pas à reproduire ce qu'on produisait dans les années 60, mais dans ce qu'on produira demain, c'est-à-dire du logiciel, du code informatique. Voilà. C'est ça, globalement, sa stratégie, et accessoirement, dans des produits d'énergie verte, je vais faire du bruit, voilà, vous ne voyez pas, je fais du bruit, dans des produits d'énergie verte, d'industrie verte, qui permettent les pompes à chaleur, l'hydrogène, le train à hydrogène, l'avion à hydrogène, tous ces bidules dont vous entendez parler de loin. Ça, c'est le premier pilier, c'est l'État va se mobiliser dans une stratégie industrielle qui vise à développer de nouvelles filières, qui sont des filières d'avenir. Il y avait des économistes qui appelaient ça la frontière technologique. Hein, et Macron, je dis beaucoup de mal de Macron, mais il y a des réalités qui s'imposent. Est-ce que la France veut être une puissance secondaire, c'est-à-dire que on est capable de produire du Doliprane et on se bat pour produire du Doliprane en France, mais on ne se bat pas pour savoir produire des médicaments géniques ou je sais pas quoi contre le cancer. Et donc on est d'une certaine façon dans une situation de reproduire des choses que les autres savent faire mais on n'invente plus rien. Ou bien est-ce qu'on colle à la frontière technologique, c'est-à-dire que nous sommes dans les premières puissances capables de produire de l'hydrogène, de l'intelligence artificielle, toutes ces choses, dernier cri. Macron dit, battons-nous pour rester sur la frontière technologique. Moi, je suis d'accord sur l'objectif. La question, c'est les moyens. Est-ce qu'il utilise les bons moyens? C'est un vaste débat. Si on était dans une opinion publique apaisée et non hystérisée, on pourrait en discuter calmement, mais là, je vois bien que c'est même... Là, je sais qu'il y a plein de lecteurs qui vont me dire « Macron est un con, un salaud, un enfoiré, je veux même plus l'écouter ». Et donc, quand on a ça dans le public, c'est compliqué de discuter de choses sérieuses. Et je le redis à ceux qui sont contre Macron, la bêtise ne vous fera pas gagner. Voilà. Et à un moment donné, être capable d'écouter ce que disent les gens et se dire bah, « Macron, on peut en penser beaucoup de mal, mais c'est tout sauf un abruti ». Et donc quand il prend position sur des dossiers techniques, c'est-à-dire je ne vous parle pas de ces longues envolées lyriques que personne n'écoute dans ses discours interminables à la télé, je vous parle de son vrai programme, quand il en parle, on a tous intérêt à comprendre ce qu'il fait. Et sur le fond, je crois qu'il a les bons diagnostics, c'est le propre des Sciences Po, mais il a les mauvaises solutions. On adorerait avoir un espace pour discuter au calme des mauvaises solutions, sans dire c'est un salaud, un enfoiré, là. Mais on l'a pas, mais un jour peut-être que ça reviendra. Et voilà. Premier pilier, donc, une stratégie industrielle, une politique industrielle, qui dit la France doit exister sur l'intelligence artificielle, sur le quantique et sur le climat, sur l'énergie verte, sur l'industrie verte. Et c'est pas absurde. Deuxième pilier, il fait un truc qui est compliqué. Je vais commencer par le plus simple. Lui, ce qu'il dit, et là aussi, on peut penser qu'il a les bons diagnostics, même s'il a les mauvaises solutions. Il dit, s'il y a des problèmes de prospérité en France, de production, de croissance, de pouvoir d'achat, de qualité de vie, c'est parce qu'il y a trop de réglementations. Et dans ces réglementations, il y a notamment trop de délais imposés par les normes économiques. On l'a écrit, nous, on l'a dit sur l'énergie pharmaceutique. On avait fait une interview tout à fait intéressante d'Éric Lemaire, qui a une biotech. Le problème, c'est qu'en France, il y a des délais d'accès au marché qui sont très longs. C'est la fameuse histoire du gars qui veut installer son hypermarché, son supermarché dans le Nord, et il lui faut au minimum 3 ou 4 ans d'investissement, et pendant 4 ans, il dépense de l'argent sans en avoir 1 euro de ressources, parce que il y a des normes, des autorisations, des fonctionnaires qui mettent des tampons sur des papiers, ah il vous manque tel bidule, la bureaucratie telle qu'on la connaît, Macron dit ça nous handicape, et donc il faut un certain nombre de simplifications. Alors il le dit sur les questions de seuil, je vous fais simple, et en plus on ne sait pas tout, mais il le dit notamment dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, on veut créer une usine, on veut créer une grande ferme avec 1000 vaches, eh bien il y a trop d'autorisations à demander, il faut aller plus vite. Et comme
tout ça prend beaucoup de temps et qu'on a beaucoup de fonctionnaires qui ont besoin de justifier leur emploi par des trucs tatillons où finalement ils foutent un tampon en disant oui mais revenez dans 3 mois quand même parce que vous avez besoin d'un deuxième tampon. Comme on a trop de gens qui justifient leur emploi public par du tatillon, eh bien on perd des opportunités et des gens préfèrent s'installer ailleurs. Donc il dit on va combattre ça. C'est la théorie Sciences Po. Il y a un effet bureaucratique qui retarde la prospérité. Il y a trop de réglementation. C'est le principe de la déréglementation pour fabriquer la prospérité, qui est un peu à la base d'une certaine forme de néolibéralisme, même s'il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Et donc ça, c'est sans surprise. Il y a surtout un troisième point qui vous intéresse, vous, dans votre vie quotidienne, surtout si vous êtes salarié. C'est sa théorie du marché du travail. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en France, alors il ne le dit pas, mais quand on connaît le dossier, on sait que c'est ça que ça veut dire. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a trop de chômeurs qui ne veulent pas bosser. Voilà. Et qui est un vrai sujet en France. Je sais que, vous dites qu'on est feignant. Ben oui, je vais vous faire une révélation. Tous les Français ne sont pas des saints. Voilà. Et il y a des Français qui, lorsqu'ils ont le choix entre 1 000 € à l'assurance chômage ou au RSA, plus aide, et 1 200 balles en allant bosser, disent je préfère rester chez moi pour 200 balles de plus. Je suis mieux à rester chez moi. Ça existe et c'est un problème. Voilà. On peut en discuter, si vous voulez, je ferai des vidéos pour expliquer en quoi c'est un problème, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disent ils veulent nous transformer en esclaves. En fait, vous allez voir, un esclave, c'est pas payer 1 200 balles par mois, c'est payer 0. Mais vous êtes convaincu que payer 1 200 balles par mois, c'est de l'esclavage. Parce que vous êtes des enfants gâtés et que vous ne savez pas ce que c'est que la vraie difficulté de la vie. Si vous voulez, on va faire un voyage ensemble cet été au fin fond de Madagascar. Vous allez voir combien vous êtes des privilégiés, même à 1 200 balles par mois. Mais je sais que c'est inaudible. Et je sais que plein de gens vont, voyez, vous... Là, je sais que plein de Français rêvent d'avoir une Ferrari sans travailler en disant c'est normal, on me le doit. Ben, je vais vous faire une révélation. Non, personne ne vous doit rien. Moi, personne ne me devait rien. Personne ne doit rien à personne. Si vous êtes dans la merde, c'est votre problème. Vous l'avez choisi comme tout le monde. Voilà. Et dans la vie, c'est comme les pubs pour les jeux de poker. Eh bien, le problème, c'est pas est-ce que vous avez reçu des bonnes cartes ou des mauvaises cartes. Le problème, c'est quel usage vous en faites. Voilà. Je connais plein de Français qui sont dans la merde, mais qui avaient reçu plein de bonnes cartes, qui ont passé leur temps à dire je ne veux pas être un esclave, et qui se retrouvent avec rien, et ils le méritent. Je sais, c'est inaudible, mais je le pense. Voilà. Donc ce que Macron dit, c'est en fait, en France, il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de chômeurs, beaucoup de gens aux minima sociaux, et en même temps, il y a beaucoup d'emplois vacants. Voilà. Je prends l'exemple de la vallée de la Plasturgie du côté d'Oyonnax, dans l'Ain. Il dit qu'il va y avoir des dizaines de milliers d'emplois vacants, et personne ne veut y aller. C'est l'usine, faut produire, c'est loin, c'est moche, voilà. Alors que aller s'entasser comme chômeur dans l'Hérault au soleil, ça, on sait faire, c'est la clubmédisation du pays. Donc Macron dit, moi j'ai des problèmes, c'est que d'un côté je paye beaucoup de gens qui sont pas contents parce qu'ils sont chômeurs, ils sont ceci ou sont cela, et d'un autre côté j'ai des patrons qui viennent me dire, mais monsieur, j'ai des emplois vacants, personne ne veut les occuper, qu'est-ce que je fais? Macron dit, c'est un problème de chômage frictionnel, voilà, ça s'appelle comme ça, c'est une théorie, le chômage frictionnel, c'est que s'il y a du chômage, les théories économiques donnent deux explications au chômage, il y a le chômage structurel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travailleurs pour peu de produits à vendre, et donc les gens ils sont au chômage parce que personne ne les recrute, c'est comme ça, c'est structurel. Et puis il y a le problème français qui est vrai, que vous le veuillez ou non, c'est qu'il y a plein de gens qui sont au chômage, mais il y a plein d'emplois vacants, mais les mecs vont pas bosser parce que finalement, l'arbitrage entre je reste chez moi et je vais travailler, il n'est pas clair, et qu'au fond, je perds plus à aller travailler que à rester chez moi. Je le redis, moi j'ai connu ça, j'ai voulu un jour recruter quelqu'un en CDI à 1 600 € par mois pour un travail à 35 heures qui n'était pas très compliqué. Et la candidate m'a dit, oui mais alors si je fais le compte du péage, du machin, du truc pour venir travailler, je vais perdre de l'argent venant travailler, monsieur, donc ça ne m'intéresse pas de venir travailler. Là vous dites, 1 600 € pour vous, c'est 3 200 € pour moi. Et donc, compte tenu des charges, je trouve que payer quelqu'un à 3 200 € qui me dit ça me fatigue de venir travailler, je préfère rester chez moi, le compte n'y est pas.
Vous pouvez penser que c'est scandaleux ce que je dis, mais c'est la réalité. Voilà, vous pouvez aussi vous dire, moi je veux rêver toute ma vie avec la matrice. Voilà. Moi je vous parle de la réalité, c'est que aujourd'hui en France, le poids de la solidarité fait que plein de gens ne vont pas travailler. Ils préfèrent bénéficier de la solidarité plutôt que d'y contribuer. Macron n'a pas dit autre chose. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va lutter contre le chômage frictionnel en pénalisant les gens qui ne vont pas travailler. Et donc là-dessus, ce qu'il annonce, c'est plein de trucs très compliqués, mais il dit en gros, on va durcir les règles de l'assurance chômage. Ça veut dire qu'on va payer moins bien les chômeurs. Voilà. Je vous simplifie le truc, ça veut dire ça. Et puis, il dit par ailleurs qu'on va simplifier le recrutement et le temps de travail, c'est-à-dire qu'il y aura une réforme qui n'a pas encore été annoncée. Et il faudra suivre la conférence le discours de politique générale de Gabriel Attal, parce que j'imagine qu'il va en parler. Et donc on va, d'une façon ou d'une autre, simplifier le contrat de travail et surtout, on va changer les règles de temps de travail pour rendre le contrat de travail plus flexible. C'est-à-dire, les patrons le savent, je suis désolé, je suis patron, donc je vois bien, les gens disent « Ah, 35 heures, monsieur, pas une minute de plus, sinon c'est plus X plus Y. Toi, tu crées ta boîte, tu as besoin pendant 3 mois de gens qui se mobilisent. Après, tu sais que tu auras moins de boulot. Et le mec te dit, ah non, mais moi, c'est 35 heures, monsieur. Ah, et t'es mort. Voilà, et ça ne se crée pas. Macron annonce qu'il va faire des choses là-dessus. Il annonce aussi qu'il va changer les techniques de formation, qu'il va développer l'apprentissage, qu'il va modifier le cursus de formation à l'université, probablement pour forcer des jeunes qui veulent faire psycho à faire des filières professionnalisantes. Je pense que c'est vers ça qu'on va. Et il va probablement modifier un certain nombre de techniques ou de choix dans la politique de recherche. Enfin, il annonce qu'il y aura plus de négo d'entreprise, c'est-à-dire qu'il va y avoir probablement une nouvelle vague de déport de sujets de négociation qui sont aujourd'hui concentrés dans les branches professionnelles vers les entreprises. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est pas grave, c'est normal, rassurez-vous, personne ne comprend, sauf quelques spécialistes. Il se trouve que simplement, en France, il y a une nostalgie de la corporation d'Ancien Régime qui crée du chômage. Je sais que plein de gens vous disent la corporation, c'est bien, c'était bien ça. La corporation, c'est producteur de chômage. Aujourd'hui, nous vivons dans un système où beaucoup de choses sont négociées dans les branches, trop de choses. Beaucoup de choses sont négociées au niveau interprofessionnel. Ça produit de la rigidité, ça produit du chômage. Macron dit l'entreprise doit pouvoir décider de plus de choses qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il avait déjà fait ce qu'on a appelé les ordonnances Macron en septembre 2017, et dont personne n'a dressé le bilan d'ailleurs. Ça signifie qu'il va refaire une nouvelle vague de déconcentration des sujets de négociation professionnelle auprès des entreprises au lieu de les centraliser au niveau national. Concrètement, je vais vite si vous n'avez rien compris, mais posez-moi des questions si vous n'avez rien compris, je veux bien faire un cycle d'explication là-dessus. Mais si vous n'avez rien compris, concrètement, ce qui relève aujourd'hui de la loi va relever de négociations d'entreprise, probablement sur le temps de travail et l'indemnisation des heures supplémentaires. C'est comme ça que je le comprends, mais il faut là aussi voir le discours de politique générale de Gabriel Attal. Donc voilà le cadre général dans lequel il va fonctionner. Ce qu'il faut sans doute retenir, c'est que tout cela, qui est compliqué, touffu, dense, technique, mais qui va faire votre vie quotidienne, il n'en a pas parlé dans sa conférence de presse de 2h30 de début janvier, il en a parlé à Davos, et ça c'est un signe. Aujourd'hui, Macron considère que le peuple français n'est pas capable de comprendre sa politique, et il considère que le vrai juge de sa politique, c'est la caste mondialisée. Posez-vous des questions et surtout demandez-vous ce que vous faites concrètement pour que ça change et pour que le pouvoir vous revienne. Voilà, je commenterai presque aussi longuement, j'en suis à 25 minutes, je commenterai le discours de politique générale de Gabriel Attal à la lumière de ce discours de Davos de Macron. À très vite mes amis, et puis on continue. Retrouvez-nous sur le fil Telegram, c'est gratuit, l'info en continu. Fil Telegram, restez libre, R-E-S-T-E-R, libre, tout attaché. Retrouvez notre journal hebdo le lundi soir sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, puis abonnez-vous au Courrier des Stratèges. À très vite.
Merci.